Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous vous êtes illustré pendant la crise comme un des opposants réguliers à la gestion de la crise sanitaire. On vous a vu prendre des positions acérées. Aujourd'hui, vous êtes candidat avec 600 parrainages. Vous êtes arrivé en 10e position après les ténors des partis. Vous avez été récemment rejoint par Florian Philippot après un vote ou une discussion avec ses adhérents, ses soutiens, parce que vous correspondiez le plus, ou votre programme correspondait le plus au cahier des charges, aux revendications des patriotes. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de votre programme, des affaires en cours, de vos interrogations et de clarifications que vous voudriez amener. Peut-être pour commencer, une des questions que beaucoup de nos lecteurs se sont posées et beaucoup de Français, c'est en 2022, comment fait-on pour obtenir 500 parrainages puisque la guerre au parrainage a été féroce. Est-ce que ces règles sont d'après vous correctes? Est-ce que c'est vraiment un déni de démocratie? C'est un déni complet de démocratie. J'ai dû me battre comme vous n'imaginez pas parce que je savais que le système, suite à ma prise de position à l'Assemblée nationale contre l'état d'urgence, contre la vaccination quasi obligatoire. Je suis pas vacciné, je crois être le seul candidat des 12 à pas être vacciné et avoir mis en cohérence mes discours et ma pratique. Ils voulaient me tuer. Il fallait pas que je sois candidat. Mais on a tellement bossé, j'ai fait 82 déplacements, j'ai été voir les maires ruraux et moi mes parrainages, personne me les a donnés. Personne. Tout a été fait pour que je les ai pas. Et on a réussi à les avoir parce que heureusement j'ai été déjà candidat 2 fois, j'ai un réseau de maires qui me connaissent, qui savent que je suis sincère dans mes convictions. Voilà, donc on a bossé comme des fous, mais pendant ce temps-là on n'a pas fait campagne. Donc vous imaginez, c'est-à-dire pendant que monsieur Macron et monsieur Bayrou donnaient des centaines de parrainages aux uns et aux autres, moi j'ai dû les avoir tout seul. Mais bon, écoutez, les maires ont été corrects. Maintenant on les a et maintenant je veux porter un discours de liberté et mon slogan de campagne, et vous le verrez dans la profession de foi que vous allez recevoir dans l'enveloppe, ça ils n'ont pas pu l'empêcher, c'est choisir la liberté, parce que c'est pas seulement l'affaire sanitaire, c'est une société qui devient orwellienne si on prend un peu de recul, où tout est fait pour cadenasser les gens, pour les empêcher de penser. Et derrière l'affaire du Covid, il y a autre chose. Et si je me suis battu pour être candidat, alors je l'ai déjà été 2 fois, c'est pour ça. C'est parce que je pense que je suis le seul qui a un discours cohérent et total sur la liberté. Et j'ai pas financé pendant cette période, reconnaissez-le, au moins. Non, ça, vous avez sûrement pas financé. Donc, vous avez été maire réélu plusieurs fois avec 80% des votes. Est-ce que cela vous oblige envers vos électeurs, vos administrés? Puisque aujourd'hui vous êtes allé chercher les parrainages auprès de nos maires. Oui, mais bon, j'ai une ville de 30 000 habitants à faire 80% au premier tour 3 fois de suite, c'est que je suis pas le grand fasciste qu'on décrit parfois par certains médias, ou le conspirationniste qu'on décrit, ou vous voyez, pendant 20 ans, j'ai été réélu très largement parce que j'aime bien rassembler les gens et traiter leurs problèmes. Et si je me présente, c'est aussi pour dire qu'il faut quelqu'un de bon sens, qui a les pieds sur terre. Parce qu'en fait, je crois que ma seule différence fondamentale vis-à-vis des autres candidats, au-delà de la liberté, c'est que j'ai les pieds sur terre et que je sais pas comment vous dire, je vois ce que vivent les gens, je le ressens. Et c'est cette proximité qui fait que je pense que j'ai un discours différent. Et je tiens à cela. Je suis toujours conseiller municipal. C'est important pour moi. Et je suis convaincu qu'on peut changer de système sans partir dans des excès. Et en fait, le système veut nous rendre prisonniers, soit Macron, soit Mélenchon, Zemmour, Le Pen, quoi, voilà. Et en fait, vous voyez que tout est organisé comme ça. Et qu'on n'a pas le droit de pouvoir penser différemment sans pour autant partir dans des excès ou pas. Moi, j'ai un programme très clair, indépendance nationale, retrouver notre indépendance. Ça veut dire référendum sur l'Union européenne et un traité alternatif. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous auriez imaginé il y a 3 ans qu'on puisse s'engager pour la liberté des Français de circuler, de pas se faire injecter dans le corps un produit sans aucune vérification réelle? Enfin, et de subir en plus cette espèce d'attaque permanente. Et
de ne pas voir les intellectuels, les syndicalistes, les grandes personnalités qui s'émeuvent de tout réagir, de voir toutes les cours suprêmes se coucher, comme si ils étaient tétanisés par la peur. Mais la peur n'écarte pas le danger, et la peur n'est jamais bonne conseillère. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe. Et voilà pourquoi je tenais absolument à être candidat, parce que je savais qu'aucun de Zemmour, il a dit ça me gêne pas d'être vacciné, le pass sanitaire c'est pas dramatique. Marine Le Pen, elle a navigué. Mélenchon, il est très ambigu. À la fois, il dit il faut le faire sauter, mais il est obligé, il répète toute la journée que le vaccin c'est génial. Enfin, il y a quand même un problème, parce qu'en fait, aucun n'a osé. Il y a que Philippot et moi, franchement. Donc dans le personnel politique. Pour vous, ce qui vous différencie, on va dire, avant de rentrer dans les détails du programme, ce qui se différencie, c'est la défense des libertés. Je suis le seul, et je le dis pas prétentieusement, j'aimerais qu'on soit plusieurs, ce serait plus facile, qui dit très clairement fin d'état d'urgence, fin de tout pass sanitaire, vaccinal, réintégration des soignants, indemnisation des soignants exclus, droit à la retraite, enquête, vraie enquête, parce qu'un jour la lumière viendra. Enquête indépendante. Indépendante. Et pourquoi on a laissé mourir des personnes âgées dans les maisons de retraite? Pourquoi on a freiné les soins? Parce qu'on aurait pu sauver des milliers de vies. Et je suis très sévère. Je suis indigné de ce que j'ai vécu. Je ne peux pas l'accepter, ce qui a été fait. Alors, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous fondez cette non-acceptation, ce diagnostic sur des bases scientifiques, sur des données indépendantes. Ah oui, j'ai énormément lu. Je n'ai pas la vérité scientifique. Personne ne l'a. Mais j'aurais aimé au moins qu'on ait une balance. Voilà. Il y a quand même des faits qu'on ne peut pas nier. L'Institut Pasteur de Lille, ce ne sont pas des rigolos. LVMH, c'est pas ma tasse de thé, LVMH. Mais s'ils ont donné 6 millions d'euros à l'Institut Pasteur de Lille, c'est quand même pas par hasard. Et Olivier Véran qui a bloqué systématiquement tout. Ça, c'est pas l'ivermectine, on peut tout dire. Moi-même, j'ai été soigné à l'ivermectine. Je connais des médecins, des unités anti-Covid. Donc, je me suis pas réveillé le matin en disant ah, elles sont des méchants macronistes, qui pas du tout. J'ai lu comme jamais. Et je demande simplement que, alors je dis pas qu'il y a un médicament miracle, j'ai jamais dit ça, hein, mais j'ai dit que précocement pris, on aurait pu sauver des vies. Et j'ai eu des témoignages, mais par centaines. La liberté de prescrire. Des choses simples aussi, le fait que, au-dessus de la liberté, l'égalité et la fraternité, il n'y a rien. Or là, le Conseil constitutionnel a fait une balance foireuse entre la santé et la liberté, mais ça veut dire que c'est sans fin. Ça veut dire que sur tous les sujets, on peut porter atteinte à nos libertés. Si vous voulez, ce qui m'a inquiété, au-delà des vies perdues, au-delà de l'injustice, ce qui m'a inquiété, c'est qu'une société dite évoluée soit capable de mettre par terre tout ce à quoi elle croyait, sans aucune réaction de personne, sous de faux prétextes. C'est ça qui m'a fait peur. Et dernier point, je suis très inquiet de la suite, parce que là-dedans, vous pouvez avoir la fusion de l'identité, de l'état de santé et du porte-monnaie. Donc c'est la combinaison de ces trois-là qui vous pose problème. Ah bah oui, parce que derrière le Covid, c'est autre chose. C'est qu'on change d'époque. Et face à ce changement d'époque, je crois qu'il est important qu'on mette des barrières. Ça ne veut pas dire ne pas aimer la modernité. J'utilise ça et je m'en sers. Simplement, je considère, il y a Philippe de Villiers qui a dit des choses fortes là-dessus, qu'on est dans un changement civilisationnel et comme toujours, à chaque innovation, il y a une tentation de s'en saisir. Et là, on a, avec l'identité numérique européenne et ce qu'ils sont en train de préparer à l'OMS, il y a la tentation de transformer les êtres humains en simples robots et de transformer le robot en homme. Et vous voyez bien qu'il y a une espèce de télescopage. Et je crois que là, c'est un débat fondamental, civilisationnel. Mais où sont les grandes consciences françaises? Où est Victor Hugo, quoi? Le nouveau Victor Hugo. Par contre, vous vous êtes vous-même prononcé, vous avez pris, on va dire, ce travail des grandes consciences à votre compte, quelque part. Vous êtes senti redevable. J'aimerais être un peu moins seul. Et j'aimerais que je ne comprends pas où sont passés les intellectuels français. Où sont passés les syndicats? Mais où est-ce qu'ils sont passés, les syndicats? Mais d'après vous, ils sont où, alors? Ils sont ils sont tétanisés. C'est quoi, c'est le virus qui leur fait peur? C'est
Je sais Les pas. deniers qui reçoivent les aides du gouvernement, les incitations. Et puis, je crois la peur. Je crois pas qu'il y ait un grand complot. Il y a une peur. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur à tout geler. Et il y a un moment, il faut réagir. Ça veut pas dire que j'ai réponse à tout. Je suis pas parfait. Je tâtonne. Mais il y a certains points pas négociables. La liberté, l'égalité, fraternité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le refus du conflit d'intérêts. On a quand même avec McKinsey, le scandale McKinsey, le rapport du Sénat. On y reviendra, parce que je pense que c'est important. Il prouve quand même qu'il y a eu un conflit d'intérêts majeur au sommet. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est en avril 2021, vous étiez sur CNews, vous avez déclaré, vous avez été vraiment très sévère envers le président. Vous avez accusé un peu les méthodes d'un j'accuse, parce que vous avez dit, j'accuse le président de la République, son gouvernement, de ne pas avoir pris les mesures en temps utile pour donner une chance à des chercheurs. C'est sévère comme analyse. Ah oui, mais c'est la réalité. Et je vais vous dire, ce qui les gêne chez moi, c'est que moi, j'ai pas nié la maladie. Il y a certains qui partagent mes positions, qu'on dit, il n'y a pas de Covid, c'est une invention, c'est pas vrai. Il y a une épidémie, peut-être moins importante qu'on ne l'a dite, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts du Covid. En fait, ils sont morts avec le Covid, mais pas du Covid. Donc, qu'il y ait eu une surestimation, peut-être, mais il y a quand même eu, j'en connais, une maladie, des morts, et je n'ai jamais nié. J'étais le premier à demander qu'on arrête les vols de Chine le 26 janvier 2020 par une vidéo. Monsieur Macron, le 7 mars, demandait d'aller au théâtre. J'ai été ridiculisé sur RTL par le fameux médecin, là, espèce de médecin d'opérette, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans tous les médias. Il y en a certains. Bon, bref, un médecin d'opérette qui est toute la journée sur France 2 et sur RTL. Parce que je demandais le port du masque, de précaution face à une maladie qu'on connaissait pas. Je disais que pas tout le monde, mais les gens fragiles devaient même porter un FFP2, les gens très fragiles avec une faiblesse immunitaire. Et là, j'ai le docteur machin qui a fait, j'ai dit ça le 7 février sur RTL 2020, et qui m'a traité de complotiste et que je voulais faire peur comme Trump. Vous imaginez le délire? J'ai été ridiculisé. Cette même personne qui, quelques mois plus tard, vantait les mérites du masque. Oui, et puis admettre aux enfants des écoles où ça n'avait aucun intérêt. Bon. J'ai été aussi attaqué par Quotidien, je me souviens très bien de la scène, parce que j'ai mis un masque dans l'hémicycle et qui a dit, vous voyez, il fait le malin alors qu'il n'y a pas besoin de masque. Donc, si vous voulez, ce sont des gens dingues qu'on dit tout et n'importe quoi. Moi, j'ai été très prudent. J'ai dit, ça sert à rien de confiner, il suffit de mettre un masque pour les gens fragiles. Il faut faire des tests et des séquençages. Voilà, c'était du bon sens. Peut-être que j'ai été trop loin d'ailleurs à certaines périodes, mais parce que j'avais pas la connaissance. Et puis petit à petit, on évolue. Donc moi, je suis pas parfait. J'ai tâtonné. Tout le monde a tâtonné. Mais en revanche, j'étais l'un des premiers qui a été alerté par des maisons de retraite sur le fait que quand on traitait à l'hydroxychloroquine, eh ben les gens mouraient pas, et quand on les traitait au Doliprane, ils mouraient. Voilà, ça c'est une directrice de maison de retraite qui m'a appelé un jour sur son portable. Elle a eu 30 morts dans sa maison de retraite à Neuilly. Et elle me dit, j'ai essayé l'hydroxychloroquine, il n'y a plus un mort. Elle me dit, dites-le, monsieur Dupont-Aignan. Et le médecin de la sécurité sociale a dit, c'est une honte, vous êtes une directrice dangereuse. Alors ça, ce sont des témoignages vrais. J'ai un médecin que je connais, qui est à Versailles, qui a traité à l'ivermectine, à l'azithromycine, tous les gens qu'il a eu, il n'a pas eu un mort. Il n'a pas rêvé, il n'est pas fou. Il réinfo Covid, il y a eu des dizaines de médecins. Donc, il y a un moment, on est face à de l'empirisme, et puis on est face à du système. Et moi, je regrette, j'ai plutôt eu confiance dans ceux qui traitaient que dans ceux qui disaient. Voilà. Et on a vu madame, c'est quand même une honte, madame Lacombe, professeur, dite grand médecin, qui s'est trompé sur tout, et qu'on invite encore. Et on a Perronne et Raoult qu'on a exclus et ridiculisés. Je dis pas que Perronne et Raoult sont des génies et ont raison sur tout. Mais en tout cas, ils avaient raison au détriment des autres. Et pourquoi on n'écoute pas eux? Et on les a même salis. Voilà. Comme on vous a sali quelque part. On m'a sali. Moi, ils ont fait pire que me salir. Ils ont voulu me détruire. Libération. Faut voir comment fonctionne le système. Libération, c'est le groupe de Drahi, c'est BFM. Libération sort une calomnie. Dupont-Aignan est allé en commission des affaires étrangères, il savait qu'il était malade, il l'a pas dit. Je réponds, j'ai fait un test le mardi soir, négatif. Mercredi, je suis en commission. Le mercredi soir, je pars dans les Vosges.
Mercredi soir, je fais une réunion publique. Le jeudi matin à Nancy, pour reprendre le train pour Paris, je refais un test. Négatif. Je vois pas comment je pouvais être en commission positif. J'étais négatif avant, j'étais négatif après. Mais qu'importe, la calomnie est lancée. Le soir, Christophe Barbier sur BFM reprend. Dupont-Aignan ne respecte pas les choses, vous imaginez. Je suis sali en direct devant des millions de gens. Pire, Vosges Matin fait un article le vendredi disant Dupont-Aignan est venu faire une réunion publique alors qu'il savait qu'il était positif. J'avais le test avant négatif, le test négatif. J'ai été obligé d'envoyer les tests de moi et de mon épouse à toute la presse pour éteindre l'incendie. France 2 a été correct, n'a pas sorti le sujet. Mais BFM ne m'a jamais fait d'excuses. Et j'ai demandé un droit de réponse sur BFM que j'ai fait. Après, j'ai eu le Covid, 2 jours après. Je me suis enfermé 10 jours. Mais voyez l'horreur. Vous n'êtes pas d'accord avec le système, on vous tue en direct. On vous calomnie. Donc une relation, on va dire, compliquée avec les médias, parce que quelque part, vous détenez une vérité, une certaine forme de vérité qui est basée sur de l'empirisme. Vous regardez d'un autre côté le système qui donne une autre forme de vérité. Oui, là, en l'occurrence, je suis désolé, j'essaye de rétablir la diversité d'opinions. Je ne suis pas la vérité scientifique, personne ne l'est. Mais elle a été cassée pour des motifs financiers. Voilà. Et quand vous avez suivi tous les débats, j'ai fait tous les débats, les 12 débats à l'Assemblée jusqu'à 6 heures du matin, quand vous voyez un ministre de la Santé qui est à son banc des ministres, qui est sur son téléphone, qui ne répond à aucune question des parlementaires. J'ai posé 15 fois la question. Monsieur le ministre, pourquoi le certificat de rétablissement Covid est valable 4 mois en France et 9 mois en Suisse? Ça, c'est scientifique. Tous les médecins vous diront que quand on a eu le Covid, on a des anticorps. C'est scientifique. Des anticorps qui durent un certain temps. Pourquoi, au bout de 4 mois en France, on vous oblige à vous vacciner? Et votre certificat de rétablissement n'est plus valable. Ça, c'est pas des lubies de Dupont-Aignan, ni de Raoult, ni de Perron et tout. Pourquoi en Suisse, c'est 9 mois? Pourquoi en France, c'est 4 mois? Je pose la question à Véran 12 fois de suite, 15 fois de suite. Il ne daigne même pas répondre aux élus du peuple. C'est une démocratie ou c'est une dictature? C'est quoi? On peut se poser la question, effectivement. On se pose pas la question, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs procédures au Conseil d'État pour essayer d'obtenir ces clarifications avec des réponses des mémoires qui sont... Et je vais vous dire une chose. Pourquoi je demande aux Français de se mobiliser là? Plus j'aurai de voix au premier tour de cette élection, plus on sera fort pour empêcher un nouveau pass. Car je peux vous parier que si Macron est réélu, si Pécresse est élue, qui a été claire, elle voulait confiner les non-vaccinés, hein, c'était la totale, ils remettront le pass pour faire la 4e dose et la 5e. Je lis beaucoup Le Parisien, qui est un journal pro-vaccin à 150%. Qu'est-ce qui est écrit à la fin d'un article récent? Il faudra sans doute s'habituer, comme pour la grippe, à se faire vacciner par les vaccins anti-Covid tous les 6 mois. Au moment où il y a des effets secondaires dramatiques qui sont cachés. Donc, voilà leur plan. Vacciner l'humanité tous les 6 mois. Mais c'est génial. Pour eux, c'est le jackpot, c'est la machine à sous. C'est du commerce, pas de la santé. C'est 7 santé. milliards de doses 2 fois par an. Mais vous imaginez ce que ça représente? Donc il y a un moment, soit on résiste, soit on est foutu. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays où on m'oblige, je ne suis pas vacciné, je ne veux pas être vacciné. Voilà. Donc, vous avez des relations avec les médias qui sont difficiles, mais vous avez quand même toujours accès aux médias mainstream, malgré toutes ces positions. Aujourd'hui, on est dans cette campagne présidentielle. Est-ce que vous estimez que vous avez un temps de parole équivalent? 2 choses, pour que les gens comprennent bien les règles. Avant 2016, il y avait 5 semaines d'égalité de temps de parole avant une présidentielle. Jean-Louis Debré, dans le secret de son bureau, président du Conseil constitutionnel, m'a dit « Ils veulent tous remettre en cause, je ne céderai pas ». Quand il est parti, il y a eu une nouvelle loi. On est passé de 5 semaines d'égalité, qui étaient tous les 5 ans, 5 semaines tous les 5 ans, à 2 semaines. Et ils ont remplacé l'égalité des 3 semaines précédant les 2 semaines par une fameuse équité. Et l'équité, c'est quoi?
C'est les sondages, le groupe parlementaire, c'est-à-dire les résultats aux législatives, les résultats précédents, mais ils en tiennent très peu compte, et l'actualité que vous faites. Moi, j'ai eu sur France Inter 0,5% dans temps d'antenne, alors que j'ai fait 5% à la présidentielle précédente. Madame Taubira, alors on me dit, oui, mais vous n'avez pas de groupe parlementaire, Madame Hidalgo a un groupe, donc j'ai eu 15 heures d'antenne depuis le 1er janvier, et Madame Hidalgo avait 55 heures, pour des sondages identiques. Monsieur Jadot, 70 heures, Monsieur Macron, 150 heures. 15 heures, 150 heures. 10 fois moins. J'ai fait 5%, il a fait 20%. J'ai pas fait 10 fois moins de score. Si on se base sur les scores. Donc déjà, on se base même pas sur les scores précédents. Donc l'objectivité n'est pas respectée quelque part. Il n'y a aucune objectivité. Et alors j'ai découvert extraordinaire, mes temps d'antenne. J'ai vu hier sur France Info, ils ont rediffusé une émission 19 minutes entre minuit et 6 heures du matin. Alors comme ça, ils atteignent les temps d'antenne puisqu'ils vous font passer la nuit. Donc, aucune égalité, pas d'équité, rien. Macron, Le Pen, 150 heures chacun, puis après Pécresse, 100 heures, et puis après Jadot, et puis voilà, et puis après c'est fini. Et alors maintenant on arrive à l'égalité de temps de parole, on pourrait se dire génial, ils vont faire des émissions politiques, ça va être formidable. Tu parles. Ah, c'est trop compliqué, 12 candidats. Donc une matinale, 10 minutes, et plus d'émission. Il y aura juste une émission sur France 2, et puis c'est tout, et un journal de TF1 et de France 2 le soir, c'est tout, 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, évidemment, il y aura 3 minutes sur l'Ukraine, 3 minutes sur vous êtes bas dans les sondages, c'est pas bien, et puis qu'est-ce que vous pensez de Zemmour et de Le Pen, voilà. Et puis c'est fini, le programme, rien à foutre. Et puis après, les Français vont penser quoi? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'écœurer les Français. Et les Français, je les croise dans la rue, ils me disent « ça nous intéresse pas cette campagne ». Bah oui, je les comprends. On va pas les voter. S'ils vont pas voter, c'est Macron réélu. S'ils vont voter, on peut le battre. Et l'exclure dès le premier tour. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 15 millions, 20 millions de Français qui s'apprêtent à ne pas voter. Si ces 20 millions de Français vont voter, sur 47 millions d'électeurs, tout peut changer. Je peux être au second tour. Tout peut changer. Donc je dis aux Français, ne tombez pas dans le piège. Et ceci, il y en a malgré beaucoup le fait chez nous, que... de gens qui disent on veut plus entendre parler de politique, bien fait pour leur gueule, on va pas aller voter. Tu parles, c'est l'inverse. Macron n'attend qu'une chose, que les Français n'aillent pas voter. S'ils vont pas voter, il est sauvé, il est réélu haut la main. S'ils vont voter, tout peut changer. Donc, malgré le fait que vous soyez crédité aujourd'hui de 2 ou 3% dans les sondages, vous pensez toujours que... Je pense que tout est possible si les Français se réveillent et ils vont voter. Après, s'ils vont pas voter, pardonnez-moi, c'est qu'ils n'ont pas compris le piège. On a bien dit qu'impossible n'est pas français. Parlons un peu de votre programme. Donc, j'ai regardé sur votre site internet, il est très complet. Vous avez 29 chapitres où vous dites on va choisir la liberté. S'il y avait 3 choses qui sont différentes d'après vous des autres candidats, parce qu'il y a beaucoup de candidats à droite. Il y a, première chose, la personnalité. Différente parce que je suis élu de terrain. Et donc, je suis pas hors sol et j'ai pas la grosse tête et je suis pas isolé. Donc, et je pense que c'est très important. Donc, c'est la proximité avec les Français. La proximité, la connaissance de ce qui se passe. Et ça, je changerai pas parce que je suis comme ça, je suis comme ça naturellement. Et je pense que c'est très important. Donc, la personnalité compte aussi. Parce que vous confiez quand même l'État à une personne. Regardez Biden, quand même. Regardez Macron. Si on avait, de toute façon, moi, il n'y a pas besoin d'être un sphinx pour comprendre en 2017 que ce type était dingue. Ça se voyait à l'œil nu, mais les Français ne l'ont pas vu. Bon. Donc, premier point, la personnalité. Deuxième point, la liberté, parce que je ne ferai aucun compromis là-dessus. Troisième point, l'indépendance de la France. Parce que là, j'ai jamais changé d'avis. Je pense que quand on ne maîtrise plus ses frontières, ses lois, son budget, sa monnaie, on n'est plus maître chez nous. Vous pouvez élire le meilleur des hommes, le meilleur des femmes. S'il ne reprend pas en main les leviers du pouvoir, au nom du peuple, si on continue à avoir des frontières pas contrôlées, on ne résoudra pas le problème migratoire. Si on continue à importer des produits dégueulasses de Chine, on ne réglera pas le problème du chômage et de la santé publique. Si on continue à prendre nos ordres à Washington en matière de défense, on ne réglera pas notre problème d'indépendance. Donc la clé de la capacité à résoudre nos problèmes quotidiens,
elle est d'abord de reprendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de mauvaises relations avec les Allemands, les Américains, les Chinois et les autres. Ça veut dire simplement avoir ce qu'a la Corée du Sud, Singapour, Israël, l'Algérie, le Maroc, des pays dans le monde qui maîtrisent et qui ont un président ou une assemblée qui peut prendre des décisions pour son pays. Le problème de l'Europe, c'est que l'Union européenne a tué l'Europe et les nations d'Europe. Donc ça veut pas dire le Frexit, ça veut dire renégocier tout. Soit on renégocie, on reconstruit une Europe des nations libres et des projets concrets, c'est-à-dire on fait Airbus, Ariane dans plein de domaines, mais on est libre de nos frontières, de notre gestion, soit on s'en va. Mais on peut pas continuer avec cette organisation où Madame von der Leyen négocie les achats de vaccins avec Donc vous voulez une Europe pragmatique, mais pas une Europe technocrate. Pas une Europe supranationale, une Europe démocratique. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Et là, on n'explique pas aux Français ce qui se passe. Et donc on leur fait croire que l'Europe c'est formidable. L'Europe en soi, oui, l'idée européenne, mais confier son pouvoir à von der Leyen, on voit le résultat quand même. C'est complètement délirant ce qui se passe. On l'a vu sur les vaccins, on va le voir sur l'Ukraine. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais comme toute la journée, il y a un bouillon de culture à la télé, c'est formidable, on va acheter le gaz ensemble, on achète les vaccins ensemble. Donc on fait n'importe quoi ensemble. Alors on est ensemble. Et vous savez, c'est le vieux tempérament français, un peu vichysois. C'est pour ça qu'il y a eu Pétain, vous savez. Ils ont pris le vainqueur de la guerre de 14 et puis ils lui ont mis en grand uniforme et il a accepté la défaite. Voilà. Moi, je déteste ça. Donc vous n'acceptez pas la défaite aujourd'hui? J'accepte pas l'esprit de compromis vichiste qui imprègne malgré tout le pays. Et je dis aux Français, comptez sur vous. On est un peuple formidable. On a le plus beau pays du monde. On a des leaders scientifiques. Mais quand on a un grand comme Montagnier, il est mort dans l'indifférence. On a Raoul qui a des plus grands professeurs de médecine respectés dans le monde. On a des génies. On est un peuple génial. Mais ayez confiance en vous. Mais le système, quelque part, a pris le dessus sur ce génie. Dans votre présentation, vous avez fait une centaine de propositions où vous perpétuez quelque part la tradition de l'homme plutôt que de l'équipe, alors que de nombreux Français auraient aimé voir une équipe gouvernementale annoncée. Mais oui, mais je vais vous dire, je vous renvoie à un discours de De Gaulle à Covent Garden en 42. Il dit, j'ai pas d'ambassadeur, j'ai pas de préfet, j'ai pas d'industriel, j'ai pas de personnalité. Je suis dans la France libre, j'ai que des humbles, des marins de l'île de Sein, des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. J'ai que des inconnus avec moi. Mais on est capable de gouverner bien mieux que tous ceux qui sont connus. Ben, je vous dis exactement la même chose. J'ai des gens très bien avec moi. Mais on n'en parle jamais dans les médias parce qu'ils sont pas connus. J'ai des maires qui ont fait des trucs formidables dans leur commune. On a des chefs d'entreprise, on a des responsables associatifs. Mais simplement, elles sont pas des vedettes. Mais c'est normal, les vedettes sont complètement dans le système. Alors j'ai eu Brigitte Bardot qui m'a soutenu, c'est quand même sympa. Mais elle est pas très aimée du système. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'elle a reconnu mon programme. Mais voilà, on a Florian Philippot qui est quelqu'un de bien. Il y a Divisio qui est reconnu. Il y a des gens, mais on a des gens moins connus. Mais c'est normal. Les gens connus, ils sont tous en train de lécher Macron. Voilà, j'y peux rien. Donc la notoriété n'est pas un gage de qualité pour vous? Bah non. La notoriété, c'est quoi? Vous pouvez avoir plein de notoriété et être très con, pardonnez-moi. Elle est décrétée par le système, on achète la notoriété. Non, il y a des gens qui ont été très bien à un moment, et puis après, regardez le pauvre Chevènement qui a fait une émission, là, j'ai vu dimanche, j'adorais Jean-Pierre Chevènement, il a fait une émission, il espère encore que Macron va redresser la France. Mais là, vaut mieux que Jean-Pierre Chevènement a été exceptionnel, mais là, c'est tragique. Quand on reprend regardez, il y a plein de talents. Je connais des chefs d'entreprise qui produisent en France, qui seront des très bons ministres de l'économie. Et pourquoi cette idée française qu'il faudrait absolument qu'il n'y ait que des vedettes au pouvoir? Il faut faire venir une nouvelle génération. Donc la qualité se trouve d'après vous, dans le renouveau, dans refondre le système. Bien sûr. Et il y a des gens de qualité en France. Vous savez, le pays tient bien qu'il soit pas gouverné depuis 30 ans. Et il tient bien comment? Par des chefs d'entreprise qui se battent sur tous les marchés mondiaux, par des journalistes indépendants. Il y a pas que des mauvais dans le journalisme, heureusement. Il y a plein de gens bien qui se battent. Le pays n'est pas mort, hein.
On a vu la Belgique qui, pendant quelques années, n'a pas eu de gouvernement et s'en est pas si mal sorti. Bon, enfin, j'ai pas envie qu'on finisse comme les Belges, même si j'aime bien. Mais voilà. Un point important, quand dans vos propositions, vous dites que vous voulez rendre la liberté aux Français et à la France son indépendance. Quand j'ai lu le programme, je n'ai pas vu cette notion de pouvoir d'achat apparaître. Si. Oui, mais c'est pas mentionné en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les prix augmenter, on voit le prix de l'essence. Pouvoir d'achat. La base, c'est d'abord indexer les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires, les prestations sociales sur l'inflation. Personne n'en parle, mais c'est le point clé. Deuxième point, il y a mon 13e mois de 8% pour tous les Français jusqu'à 3 SMIC, pris sur la baisse des cotisations salariales. Vous voyez, quand vous avez une feuille de paie, il y a le net et il y a le brut. Eh bien, je vais réduire pour faire remonter le net vers le brut. Donc, vous rendez des moyens aux Français pour 8%, un 13e mois pour tous. Pour que leur pouvoir d'achat augmente. s'en ressente. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les retraités et les prestations sociales seraient indexés sur l'inflation. Et pour les salariés du privé, pour rattraper l'inflation perdue, 8%, ce qui fait plus que l'inflation. 8% très vite. Et puis, la participation dans l'entreprise, actionnaire de sa société. Ça, c'est le grand projet gaullien. Les entreprises dont les salariés sont actionnaires ont de meilleures performances. Et plutôt que de rémunérer des retraités du Kansas ou de Californie, je trouve que ce serait mieux qu'en complément du salaire, le Français qui travaille dans une entreprise soit actionnaire de son entreprise. Ça, c'est une révolution. Donc, c'est dans mon programme. Non, le pouvoir d'achat est très fortement dans le programme. Au travers de tous les citoyens qui vont venir vous rejoindre, se pose toujours la question des alliances politiques. Donc, vous avez fait une alliance avec Florian Philippot. Est-ce que vous attendez d'avoir d'autres alliances ? Tout le monde est les gens sont les bienvenus. Hein. Mais vous savez, les gens viennent, à part des hommes de caractère comme Philippot, qui ne regardent pas le sondage. Si le sondage montait, j'aurais beaucoup d'alliés, tout à coup. Donc, je me fais pas d'illusions. Les sondages gèlent tout. Les sondages sont faits pour manipuler l'opinion, pour les dissuader de voter en fonction de leurs convictions. Et je leur dis, ces sondages se sont plantés à chaque fois, donc ne les écoutez plus. Il y a beaucoup de pays où ils sont interdits 15 jours avant. Parce que, voilà, c'est faux. C'est fait sur ceux qui sont certains d'aller voter, et pas sur les 100%. Donc, je pense qu'il faut réinventer notre démocratie. Il y a aussi des propositions pour le référendum, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Je l'ai fait dans ma ville, un référendum local. Et je veux un système à la Suisse. Vous voulez refondre le système politique, vous dites. Oui, revenir à l'essence de la 5e, parce que De Gaulle avait donné beaucoup de pouvoir au président, mais il avait le référendum et il est parti sur un référendum perdu. Ils ont pris les pouvoirs et ils ont méprisé le peuple et il n'y a pas eu de référendum depuis 17 ans. C'est colossal. Et le seul qu'il y a eu, ils l'ont trahi. Donc, je pense qu'on peut construire un système de démocratie participative, beaucoup plus proche des gens et qu'on redonnera l'habitude aux Français de se mobiliser et d'aller voter, puisque actuellement, pourquoi ils vont pas voter ? Parce qu'ils disent ça sert à rien. Et c'est pas faux. Mais c'est pas en ne pas allant voter qu'ils vont changer quoi que ce soit. Donc, il faut reconsidérer le système. C'est le serpent qui se mord la queue, quelque part. Exactement, vous avez tout compris. Il faut refondre le système de manière à redonner le pouvoir. C'est un pays qui se suicide, et notamment les jeunes. Je leur dis, mais allez voter, vous avez votre avenir entre les mains, quoi. Et il y a le choix, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas le choix. Il y a 12 candidats avec des profils plutôt sympathiques, certains, et différents. Aujourd'hui, on a vu, après 2 ans, un endettement de la France qui a explosé. Comment vous comptez vous y prendre pour résoudre cette équation ? Parce que vous venez de parler des jeunes, c'est quand même quelque chose qui est important, que les jeunes puissent se reconnaître dans quelqu'un qui va leur dire « Écoutez, j'ai compris et à un moment ou à un autre, on ne va pas vous faire porter tout le poids de cette dette. » Alors d'abord, je crois qu'il y a 2 choses. Sur la dette, il faut la geler. La dette Covid, il faut l'isoler, il faut la faire une dette perpétuelle. On ne pourra pas la rembourser tout de suite, donc il faut la prolonger. Il faut geler la dette pendant 5 ans. Déjà, ne pas l'augmenter. On ne pourra pas la baisser pendant 5 ans. Il faut la geler. Et parallèlement, il faut se donner les moyens de la rembourser. C'est ma grande idée. C'est-à-dire relocaliser 1 million d'emplois. Et faire des économies sur certains domaines. J'ai sorti un bouquin Où va le pognon, où j'ai détaillé les économies. 100 milliards. Ces 100 milliards, je les redistribue en 3 tiers.
Pas pour diminuer la dette, je vous dis tout de suite. Pour, aider les entreprises à relocaliser, baisse des charges pour ceux qui investissent en France. 2, augmenter le pouvoir d'achat, je vous l'ai dit, pour consommer. 3, reconstruire nos services publics, l'hôpital, l'école, l'université. Pendant 5 ans, on stabilise la dette et on reconstitue une offre productive. Et une fois que la France est à nouveau au travail, à ce moment-là, on aura des richesses pour rembourser la dette. Mais avant, on ne peut pas. Donc il faut la geler provisoirement et il faut essayer de ne pas l'aggraver. Mais ce que je remarque, c'est que Macron, qu'on a fait passer pour un super gestionnaire, il aura endetté de 600 milliards, je crois. Je sais plus le chiffre. Hallucinant. Tout ça parce qu'on a enfermé des gens inutilement. Et parce qu'on a détruit des stocks de masques. Enfin, non, c'est une histoire de fou ce qui s'est passé. Quand vous pensez que le gouvernement socialiste et Macron ont détruit des masques qui auraient pu permettre de gérer la crise Covid au début sans confinement, sans arrêt de la société. On a dit qu'ils étaient obsolètes, oui, périmés. On les avait quand même utilisés, ceux qui restaient. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, mais ça montre à quel point on est dans ce qui s'est passé est surréaliste. Donc ségréguer cette dette de 600 milliards, si les taux d'intérêt remontent. Alors, si les taux d'intérêt remontent, alors c'est là où ça peut pas marcher. Il faut monétiser. Mais plutôt que de monétiser au service de la finance, ce qui s'est fait là, je veux qu'on monétise au service des États. Par exemple, la reconstruction des services publics pourrait être financée de l'hôpital par une monétisation. Et moi, je propose qu'on monétise à hauteur de la part de l'euro. On présente 17% de l'euro. On a le droit à un tirage de X milliards monétisé et chaque pays en fait ce qu'il veut. On voit bien qu'il y a une inflation quand même galopante en ce moment. Et les prix augmentent, donc quelque part les taux d'intérêt. Pourquoi il y a l'inflation ? C'est parce qu'on a monétisé n'importe comment. On a monétisé au service des marchés financiers. Je veux qu'on monétise au service de l'intérêt général. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez l'idée ? C'est qu'on monétise, par exemple, pour investir dans la science, qu'on monétise pour mieux soigner nos populations et donc éviter des dépenses. Là, on a fait une monétisation pour les marchés financiers. Donc, ça va pas être facile. Et d'ailleurs, l'euro va être en grand péril. Parce que si les taux d'intérêt remontent, les pays du Sud explosent, dont la France. Si les taux d'intérêt ne remontent pas, l'Allemagne part en hyperinflation. Ce qui montre bien qu'il va falloir ajuster le système. Mais on a un peu de temps, ça va se faire dans les 5 ans qui viennent. Alors, dans votre proposition, vous proposez de passer à un septennat, de repasser à un septennat, et vous venez de nous dire qu'il faut prendre 5 ans pour justement essayer de réindustrialiser la France, de recréer ce patrimoine. Donc, c'est quand même 5 ans, c'est quand même long. Non, c'est tout court. C'est long quand c'est Macron, c'est tout court quand c'est quelqu'un de bien. Donc le problème, et c'est pour ça que je veux revenir au septennat, avec référendum révocatoire à mi-mandat. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée ? C'est plutôt que de dire 5 ans, allez, et puis rien, 7 ans pour avoir la durée, et au bout de 3 ans et demi, comme en Californie, possibilité de lancer un référendum de révocation. Et donc, ça permet d'aérer le système si on a un président qui ne consulte pas les Français par référendum. Donc, ces 600 milliards de dettes, vous les satellisez, on revient à cette idée. Et je prépare la capacité du pays à retrouver de la richesse. Vous venez d'écrire ce livre « Où va le pognon ?» J'aimerais juste vous poser une question, c'est d'où vient le pognon pour financer tout ça ? Ah, mais je vais vous le dire. Sur les 100 milliards d'économies que je vois, j'ai 20 milliards les fausses cartes vitales et les faux numéros d'immatriculation sociale. Et j'ai pris un chiffre minimum. Donc ça, c'est, on va dire, ce que le magistrat Charles Prats a évoqué. Oui, lui, il dit 50. Moi, je dis, attendez, je m'engage pas sur 50 parce qu'il faut les récupérer. Déjà 20, on peut y arriver. D'ailleurs, c'est curieux, on est capable de faire un QR code pour aller boire un café en terrasse et on n'est pas capable de faire des cartes vitales biométriques. Bon. Donc, il faut arrêter la gabegie. Donc, je veux qu'on remette de l'ordre déjà. Là, on peut économiser 20 milliards. C'est ce qui me finance l'augmentation de 8% le 13e mois. D'accord. Ensuite, je prends 5,5 milliards sur l'immigration, les aides sociales distribuées qui plus va. Ensuite, je prends 10 milliards sur l'Union européenne, puisqu'on verse net 10 milliards de plus qu'on reçoit, et même plus. Je veux bien qu'on donne 1 ou 2 milliards, comme sous Jospin ou Chirac, on donnait 2 milliards net pour financer des pays. Donc on se cantonne aux 17%, on ne va pas au-delà. Non, ça c'est autre chose, les 17%, c'est la part dans la monnaie. Mais oui, vous avez raison, c'est le budget aussi, vous avez raison. Mais j'arrête de payer pour une organisation qui délocalise nos emplois, qui subventionne la Turquie, qui achète des vaccins. Enfin, on est en plein délire. Donc j'arrête de payer. Parce que les 8-10 milliards, ça me paye tout ce qui est pour les retraités. Il faut que les retraités sachent
que la réforme à 65 ans de la retraite, c'est pour gagner entre 5 et 8 milliards. Quand Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron proposent la retraite à 64 ou 65 ans, c'est pour économiser 8 milliards. Ben moi, je préfère les prendre à l'Union européenne, puisque c'est les nôtres qu'on leur donne. Et je préfère que ça serve les retraités. Et je vous dis pourquoi je fais ça, parce que j'insiste sur la retraite à 65 ans. Personne n'a compris l'arnaque. Le taux d'emploi, c'est un peu technique, le taux d'emploi des 60-65 ans est de 30%. Il n'y a que 30% de la génération 60-65 ans qui travaille. En dessous de 60 ans, c'est 70%. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous mettez la retraite à 65 ans demain matin, vous allez conduire au RSA des millions de Français, parce qu'ils n'ont plus de boulot à 58, 59. Et ensuite, quand ils vont avoir leur retraite, comme ils n'auront pas travaillé avant, ils auront une décote. C'est-à-dire qu'ils auront des retraites de misère. Alors Macron dit qu'il y aura une retraite minimum de 1100 € pour tout le monde. Bah oui, parce que personne ne dépassera 1100 €. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. C'est que la personne qui a été employée toute sa vie, qui a eu un salaire correct de 2500 €, et comme il sera au chômage à 59 ans toujours, à 60 ans, ou il sera usé, ou il sera malade. Donc on recule l'âge de la retraite pour augmenter le RSA. Oui, ou pour avoir la retraite minimum, 1100 €. Mais ça, c'est la société macroniste, en fait, quand vous y réfléchissez. Les très riches, plus de classe moyenne, et puis un filet de sécurité, l'aumône, voilà, pour que les gens vivotent. C'est ça la société qu'on nous prépare. C'est la l'ubérisation de la société. C'est la destruction du modèle français de méritocratie de classe moyenne. Si on prend un peu de recul, vous voyez ? Donc, la retraite à 65 ans, c'est des millions de nouveaux pauvres, mais pas seulement entre 60 et 65. Quand ils auront 70 ans, ils auront une retraite de misère. Enfin, et comment mais Zemmour et Pécresse peuvent demander ça aussi ? Vous voyez ? Et on a conditionné les gens. C'est obligatoire. Mais non. Si on a une industrie productive, on va payer les retraites. Et puis si on réduit les privilèges. Voilà. Donc, je veux arrêter de donner 8 milliards à l'Union européenne, je préfère le garder pour les retraités. Ils le méritent, enfin quand même. Et puis ils consomment, ils donnent à leurs petits-enfants. Enfin, donc c'est un... Voilà. C'est très important cette histoire de la retraite. Parlons un petit peu de quelques affaires qui font dire la une des journaux aujourd'hui, notamment les cabinets de conseil et l'usage des cabinets de conseil par, on va dire, le gouvernement. Si vous étiez président, quel usage feriez-vous ? Ferme. Alors, il y a deux catégories de cabinets de conseil. Le rapport du Sénat, faut le lire, il est effrayant. Il y a 1 milliard par an. 1 milliard par an, un peu moins d'1 milliard. Vous vous rendez compte ? En 2021, Macron a dépensé près d'1 milliard par an. C'est le coût de la déconjugalisation et de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé réclamée par tous les handicapés de France qu'a refusé Emmanuel Macron. L'allocation adulte handicapé est en dessous du seuil de pauvreté en France. Moi, je veux la faire passer au seuil de pauvreté, au-dessus. Et la déconjugaliser, c'est-à-dire que c'est l'handicapé, c'est pas en fonction de son conjoint. Ça coûte 800 millions. Et ben c'est ce qu'on donne au cabinet d'études, pour que les gens comprennent quand même que l'argent, on peut pas le multiplier. Donc, il faut faire des choix. Sur ces cabinets d'études, il y a une moitié pour ce qu'ils appellent conseil en informatique. Certains sont justifiés. Informatisation, là, parfois, il y a pas la compétence. C'est de l'outsourcing, on va dire, de sous-traitance. Il n'y a pas la compétence toujours dans l'État. Bon, on peut considérer qu'il y a 100 millions, 200 millions peut-être nécessaires. Mais il y a 450 millions, Macron a multiplié depuis 2018, vous êtes assis, par 3,7. C'est dans les chiffres du Sénat. Et ces 450 millions, c'est pour ses copains, McKinsey notamment, qui l'ont aidé en mettant à disposition quasiment gratuitement, il n'y a pas de trace à la commission des comptes de campagne, sa campagne de 2017. Donc McKinsey aide Macron à devenir président de la République. Ce n'est pas retracé dans les comptes de campagne, c'est un article du Monde. Donc Le Monde est un journal qui se dit objectif. Bon, ils ne pourront pas dire fake news, c'est Le Monde. Bon. Et puis après, ils renvoient l'ascenseur sur des centaines de millions d'euros. Mais il y a pire. Alors oui, d'abord, il faut que les gens sachent, c'est par exemple 500 000 euros une note sur le métier d'enseignant. 500 000 euros. Le ministère, c'est dans le rapport du Sénat, je vous invite à lire, le ministère dit cette note a été inutile. 500 000 euros. C'est 4 millions d'euros une note, un dossier, 4 millions d'euros, un bout de papier, pour supprimer l'APL pour les étudiants.
C'est des jeux de rôle. On joue au jeu du pirate. Jeu du pirate. Des hauts fonctionnaires jouent au pirate. Alors, il y en a un qui est le pirate, l'autre qui est dans un bateau. C'est facturé. C'est 950 000 € pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc des dépenses pour vous qui des dépenses sont hallucinantes. Inutiles et Mais, hallucinantes. mais des dépenses qui demandent le parquet financier. 2200 euros. Le Sénat a d'ailleurs demandé Oui. une Alors, une le enquête. Sénat a saisi le parquet sur l'optimisation fiscale, parce qu'en plus, il ne paye pas d'impôts. Mais le président a dit que, en fait, compte, c'était dans les règles de l'art. Il s'en fout. Dans les règles de la loi. Ouais. Quel mépris. 2200 € la journée de consultant. C'est le salaire d'un fonctionnaire par mois. Bon. Mais c'est abominable. L'affaire des costards de Fillon, c'est rien à côté. Mais les journalistes français n'en parlent très peu. Heureusement qu'il y a Internet. Moi, je le dis aux Français, Emmanuel Macron n'est pas digne d'être candidat. Il devrait retirer sa candidature face à ce scandale d'État. Alors, deuxième point, donc d'abord, c'est le gaspillage de l'argent durement gagné par les Français. Mais ensuite, c'est le conflit d'intérêts puissance 15, c'est-à-dire que Pfizer a été conseillé par McKinsey. Et McKinsey, 68 études, je crois, 42 millions d'euros pour le ministère de la Santé. Vous avez un salarié de McKinsey dont le seul rôle était de coordonner le ministère de la Santé et Santé publique France, qui est un organisme du ministère de la Santé. Mais ce rapport, lisez-le. J'ai effectivement lu ce rapport, et c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus. Ah, mais il faut pas en parler. Parce que dans un pays normal, Ceci dit, ça ferait sauter le gouvernement. C'est sûrement un des rapports dont on a le plus parlé, puisqu'on en a parlé dans tous les médias mainstream. Donc, au moins, cet élément-là a fait... oui, mais les gens n'ont pas compris toujours ce qu'il y avait derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On en a même parlé dans la presse étrangère, puisque la presse étrangère a repris, on va dire, la défense. C'est bien pire que l'affaire des diamants de Bokassa ou que l'affaire du Fillon du costume. C'est le conflit d'intérêts au sommet de l'État. C'est Emmanuel Macron qui a mis ce que le monde l'appelle la firme. Il a mis la firme américaine aux manettes de l'État. C'est gravissime, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Moi je dis, là on est dans la haute trahison. Donc vous comprenez des associations qui peuvent porter plainte contre... Oui, il faut porter plainte, mais il faut surtout que Macron rende des comptes. Mais on va arriver à l'heure des comptes avec les élections. Et je dis aux Français, allez voter, quoi. Si vous ne votez pas et que vous laissez repasser un homme qui à ce point se moque de l'État, parce que sa réaction, qui vienne me chercher au pénal, mais enfin ça veut dire quoi? Il comprend même pas que moralement c'est choquant. Pourquoi il y a des études longues pour les hauts fonctionnaires? Pourquoi il y a un statut de la haute fonction publique? Pourquoi on a une administration, faut être honnête, des plus honnêtes du monde? Donc il a court-circuite en fait. Parce qu'il n'a pas pu faire pression sur nos hauts fonctionnaires, à part le Conseil d'État, qui s'est vautré. Donc, à part les copinages au Conseil d'État, la haute fonction publique n'aurait jamais signé. Donc, il a utilisé des cabinets d'études pour détruire l'État. L'État, c'est nous les Français, l'État. Donc, moi, je crois à l'État. Hein. L'État, c'est l'intérêt général. Donc, c'est très, très grave. Mais je pense que tout le monde n'a pas encore compris ce qu'il y a derrière. Parlons d'un autre sujet sur la vaccination, les soignants, on va dire la suspension des soignants. Vous avez aussi demandé une enquête sur les effets secondaires qui apparaissent de plus en plus. Et le Sénat a ouvert justement une enquête. Oui. Il y a des auditions avec des experts. Alors pourquoi ces auditions? D'ailleurs, est-ce qu'elles sont publiques? Faudrait vérifier. Mais je les ai pas vues. Les auditions de McKinsey étaient publiques, des cabinets de conseil. Est-ce que les auditions, il faudrait que je regarde, je ne sais pas. Tiens, il faudrait que vous vérifiez, est-ce que les auditions sur la commission d'enquête sur les effets secondaires sont retransmises sur Public Sénat? Ça serait intéressant. Qu'on fasse une totale transparence. Hein. Bah, oui, comme on a fait sur McKinsey ou sur... parce que ce que je crains, ce que je vois venir gros comme une maison, c'est que le rapport ne sorte qu'après l'élection. Donc vous, Président, si vous vous occupiez, on va dire, de cette gestion sanitaire... Je les traduirais devant la Haute Cour de justice. Voilà. Parce qu'ils ont du sang sur les mains. Voilà, je vous dis ce que je pense. Voilà.
Et puis après, la Haute Cour de justice sont à son travail. C'est pas à moi de dire... moi, j'estime qu'ils ont du sang sur les mains. Après, si la Haute Cour dit infirme. Mais on peut pas laisser ce qui s'est passé. On peut pas laisser ce qui s'est passé. Et ça, c'est vrai sur les cabinets de conseil, mais c'est vrai aussi sur les effets secondaires, le traitement des patients. Les effets secondaires, les femmes, la situation des femmes, dans l'armée, la manière dont on vaccine de force dans l'armée. On convoque les militaires à des examens de santé. Il y a un militaire qui m'a raconté, il m'a dit d'en parler. On les convoque, vous avez un examen médical. Ils arrivent à l'examen médical, hop, on les vaccine. Vous avez vu la commission d'enquête au Sénat américain sur les effets du vaccin sur les militaires américains. C'est public, hein, vous pouvez regarder. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé avec les grands sportifs. Enfin, je suis pas dingue, quoi. Je regarde, moi. Alors, je demande une commission d'enquête. Je regarde les chiffres de la NSM. C'est public. Vous avez les chiffres de la NSM. Vous avez les chiffres du système VERS, VAERS, je crois, aux États-Unis. J'ai été voir. Je suis pas complètement. Il y a quand même sur les chiffres de la NSM 1777 morts au 18 février de mémoire. Et ce qui est très intéressant, il faut regarder. Sur les cas graves pour les moins de 18 ans ou les moins de 14 ans, je sais plus, il faut vérifier. Je crois que c'est 748 cas graves. Et quand on voit que pour l'ensemble de la population, on a 6% de décès par rapport aux cas graves, ça voudrait dire 44 morts mineurs, mais il n'y a pas le chiffre, donc j'en déduis, mais je veux vérifier. Ça veut dire qu'il y aurait eu plus de morts du Covid chez les mineurs, plus de morts du vaccin que du Covid. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Axel Kahn avant de mourir, qui était pourtant un pro-vaccin, qui a dit à une émission, je l'ai entendu, avant de mourir, Axel Kahn a dit, pour les enfants et les mineurs, je pense que le bénéfice-risque n'est pas avéré. Et pour qu'Axel Kahn, et ensuite, quand j'ai repris la parole d'Axel Kahn dans une émission de télé, Axel Kahn a été obligé de se dédire. Ils lui ont demandé de se dédire. Mais il l'avait dit. Il avait dit pour les mineurs et les jeunes, le bénéfice-risque du vaccin n'a aucun... Enfin, il n'y a pas de bénéfice-risque puisqu'il n'y a pas de risque du Covid. Donc pourquoi vacciner des gens qui n'ont pas de risque du Covid? Donc en tant que c'est candidat... C'est du bon sens, enfin c'est... Vous vous engagez à faire quelque part une transparence sur cette... Attendez, c'est pas que je m'engage, c'est évident. C'est suppression de l'état d'urgence. Je vous signale qu'on est toujours sous état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. Si Macron est réélu, il n'a même pas besoin d'annuler la loi pour remettre un pass. Et vous entendez la petite musique qui monte là? Vous l'entendez? C'est curieux, pendant les élections, il n'y a pas de Covid. Alors qu'en fait, il y a énormément de cas tous les jours. Oui, ils sont en train de remonter les cas, enfin. Oui, il y a énormément de cas. Parce que c'est comme une grippe, il va y avoir de plus... C'est normal. Bon, il y a des cas. Donc, la petite musique remonte. Et vous verrez que si par malheur Macron est réélu, que tout à coup, on nous remettra le pass. Donc parce qu'ils veulent imposer la 4e dose. Donc c'est suspension d'urgence pour les soignants? Pour tout le monde. Suppression de tout. D'accord. Vous réintégrez les soignants? Réintégrer avec indemnisation et reprise de leur droit à la retraite. Et reconstruction du système de santé. Médecine préventive. La vitamine D. Enfin, écoutez, là aussi, moi je suis pas un spécialiste, mais je lis l'Académie de médecine. Mai 2020. C'est pas moi, c'est l'Académie de médecine qui a été très conservatrice sur d'autres sujets. L'Académie de médecine dit il faut absolument donner de la vitamine D aux Français. Il y a une étude du CHU d'Angers très précise qui dit que les personnes avec un fort taux de vitamine D ont X fois moins de chances d'avoir le Covid que les autres. C'est quand même écrit partout, Israël, partout. En Angleterre, Johnson donne de la vitamine D et tout. Nous, aucune campagne de vitamine D. C'est toujours pas remboursé pour savoir si vous avez le bon dosage. Moi qui me suis bourré de vitamine D à partir de l'Académie de médecine, quand j'ai fait le truc, j'avais le niveau normal. Et pourtant, j'en ai pris tous les jours. Parce qu'à un certain âge, à partir de 40 ans, on perd sa vitamine D. Enfin, vous n'allez pas me dire qu'on est dans un pays développé, on n'est pas capable de dire ça. Et pourquoi on ne le fait pas? L'obésité. L'obésité, pourquoi aux États-Unis tant de morts? Quand est-ce qu'on aura un grand programme de santé publique?
Donc vous remettez la santé publique, vous redonnez la médecine scolaire. La vraie médecine scolaire. On peut pas conduire un entretien de cette acabit sans parler de la situation en Ukraine et le rôle de la France. Pour vous, quel rôle devrait jouer la France dans ce conflit ? De redevenir indépendant. D'abord, je condamne bien sûr l'intervention russe, c'est évident. 2, les Ukrainiens vivent un martyre. 3, Zelensky les entraîne au drame humanitaire. Voilà. Alors, et on peut pas dire ça en France. Donc je l'ai quand même dit. On peut pas le dire parce que on est dans une manipulation, pareil que le Covid. C'est le même genre. On n'a pas le droit d'être nuancé. Si Chirac avait été suivi, il y a un article très intéressant de Gourdeau-Montagne, un ambassadeur de Chirac, qui raconte dans le Figaro, une grande page entière, je vous recommande de la lire, qui raconte que quand Chirac était président, donc il a fini quoi en 2007, de mémoire, 2007, oui. Donc ça devait être 2005-2006, il envoie Gourdeau-Montagne voir Poutine pour trouver un compromis sur l'Ukraine. Et ils imaginent une neutralité de l'Ukraine. Et ensuite, il le propose aux Américains. Et les Américains disent, quand je sais plus quoi, Rice, qui était la secrétaire d'État, dit hors de question que la France empêche l'Ukraine et la Géorgie d'adhérer à l'OTAN. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Donc vous voyez, il y avait un vieux projet de le mettre dans l'OTAN. Ensuite, il y a la révolution de Maïdan. Ensuite, c'est quand même les Ukrainiens qui bombardent le Donbass, faut quand même le dire. Donc, la vérité n'est pas celle qu'on nous raconte. Ensuite, je pense que Poutine fait l'erreur d'attaquer comme il a attaqué. Mais, pour autant, les torts sont partagés. Alors, c'est horrible de dire ça avec tout ce qui se passe, mais les torts sont partagés. Face à ça, qu'est-ce qu'aurait dû faire la France, pour moi ? Avoir une position gaullienne. Ne pas suivre l'Union européenne, ne pas suivre les Américains, et dire, nous proposons un plan de paix. Nous condamnons l'agression, nous saisissons les avoirs russes des oligarques, parce que c'est inacceptable quand même ce qui se passe, mais pour autant, nous trouvons une issue à la guerre. Neutralité de l'Ukraine, autonomie du Donbass, retrait des troupes russes, élection sous contrôle de l'ONU. Parce que le régime ukrainien, il n'est pas blanc-bleu. Et là, on a un paquet global, les conférences sur la sécurité en Europe avec désarmement nucléaire des deux côtés. C'est vital. La France aurait été grande. Israël l'a fait. Israël l'a fait. Mais c'est curieux, on n'en parle plus là. Quand Israël abandonne le vaccin, on n'en parle plus. Quand Israël a une position neutre sur l'Ukraine, on n'en parle pas. Israël l'a fait. Pourquoi la France n'a pas été gaulienne ? C'est-à-dire dire, on va sauver l'Europe. On condamne la Russie, mais on dit aux Ukrainiens, trouvons un compromis. Le drame, c'est qu'on va attendre combien de victimes pour faire ça ? Parce qu'à la fin, ça finira comme ça. Et la France se sera complètement décrédibilisée. Je vous rappelle qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine, qui est le vrai danger. Qu'on est en train de se fâcher avec tous les pays d'Afrique, c'est-à-dire notre arrière-cour, et qu'on est en train de servir des intérêts purement mercantiles américains. Et on va acheter du gaz liquéfié beaucoup plus cher, et on va aller se mettre à genoux devant le Qatar et l'Arabie Saoudite qui vient de condamner à mort 81 personnes par pendaison, je crois. Sympathique. Régime très sympathique. Est-ce qu'il est plus sympathique que Poutine ? Je suis pas sûr. Ça veut pas dire que j'aime Poutine ou que j'aime... voilà. Donc on est en plein délire. Et tous les soirs, à la télé, des images d'immeubles en ruine pour apitoyer les Français. Bien sûr, c'est horrible ce qui se passe, mais la meilleure façon d'arrêter le carnage, c'est d'avoir un homme d'État et pas d'avoir un communicant. Voilà. Donc, peut-être pour conclure sur cet entretien, Nicolas Dupont-Aignan, l'homme des non-compromis, vous éclairez les non-dits. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Français retiennent de cet entretien ? Qu'ils aillent voter et qu'ils se prennent en main, parce qu'on ne les sauvera pas malgré eux. Voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Moi, je peux faire tout ce que je peux. Soit le peuple français a envie de vivre, soit il meurt, comme un vieil éléphant au fond de la savane, qui se laisse mourir. Voilà. Et je répète toujours la même chose, que je l'ai vu sur Internet, ça m'a beaucoup fait rire, dans ces circonstances tragiques, c'est éteignez la télé, allumez vos cerveaux. C'est tout. Voilà. Moi, je ne peux pas faire plus. Ils sont alertés. Donc, ils sont aliénés par la télé, pour certains, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Au fond d'eux-mêmes, les Français savent que ça ne va pas. Simplement, ils n'ont pas la chance de voir des gens différents. On leur présente toujours pareil. Donc, j'ai envie de leur dire, secouez-vous.
Voilà, je suis désolé, c'est un peu sévère, mais il y a un moment, je pense que quand on est un vrai ami, quand on a un ami qui sombre dans la dépression, on a vu ça dans notre vie, ou un membre de sa famille, il y a un moment, s'apitoyer ne marche plus. Il y a un moment, je crois que parfois, tous dans notre vie, on a eu des amis qui vous ont secoué un moment. L'électrochoc, les amis servent à ça. Les amis, la famille servent à quoi? À dire, écoute, tu déconnes complètement. Secoue-toi, tu vas pas te laisser mourir comme ça. T'as un chagrin d'amour, t'as un problème. On essaye. Quelqu'un qui est dépressif. Ben moi, je pense que la nation française est dépressive. Et pourquoi elle est dépressive? Parce que toute la journée, on lui montre des choses horribles. Elle n'a plus confiance en elle-même. Et donc, notre boulot, mon boulot, moi, je le vois comme ça. Je suis totalement libre. J'ai rien à perdre. Donc, les 15 jours qui me restent, je veux réveiller mes concitoyens. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, je sais qu'ils ont un très bon fond, qu'ils ont plein de talent. Et ça me fait de la peine de voir le peuple que j'aime se liquéfier. Et je sais qu'il va se réveiller un jour. Mais je préférais qu'il se réveille avant le scrutin qu'après, quoi. Et que ça sombre dans la violence. C'est pas possible. Voilà. Réveillez-vous. C'est le seul message que j'ai à vous donner. Réveillez-vous. Écoutez, on va essayer de réveiller au travers de cet entretien. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, de nous avoir donné du temps pour cet entretien essentiel. On a couvert quand même un grand panorama de sujets. Il y en a certains dont on n'a pas parlé parce que je pense que vous pouvez en parler dans d'autres médias. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps aujourd'hui. Merci à vous de me donner la parole. Bonne journée.